Dimanche 19 mars 2023, bonjour à tous et bienvenue sur RTI 1, il est 6h30, l'heure de vous informer. Le président de la République Alassane Ouattara est de retour en Côte d'Ivoire en provenance de l'Hexagone. Il a regagné Abidjan samedi autour de 17h15 en compagnie de son épouse Madame Dominique Ouattara. Le chef de l'État a été accueilli à sa descente d'avion par le vice-président de la République Tiemoko Méliette Koné, qui avait à ses côtés des membres du gouvernement avec à leur tête le Premier ministre Patrick Achi. Cela faisait déjà 2 semaines que le président de la République, Alassane Ouattara, avait regagné la France. Direction maintenant l'indénié Joblin, où les populations sont sorties nombreuses à l'initiative des cadres de la région. Au stade Henri Konan Bédié, elles ont célébré ensemble le développement. Elles ont surtout remercié le président de la République, Alassane Ouattara, pour son leadership éclairé. Des populations qui ont surtout réservé un accueil chaleureux au Premier ministre Patrick Achi, patron de la cérémonie. On regarde le compte-rendu de Franck Kodio. Le pari de la mobilisation gagnée dans la capitale du Ndénié, Est ivoirien. Les populations reconnaissantes au président de la République, Alassane Ouattara, célèbrent ses actions de développement. Arrivée du Premier ministre, patron de la cérémonie, et hymne national en langue locale pour planter le décor. Sentiment d'appartenance autour du drapeau et ferveur. Pour les forces vives de la région et même au-delà, les actions du président de la République sont porteuses de sens, progrès et de développement pour tous. Les populations de l'Indien Jablin, toutes tendances politiques, religieuses et civiles confondues, vous demandent de transmettre au président Alassane Ouattara leur profonde reconnaissance. Aujourd'hui, nous sommes heureux et fiers d'affirmer haut et fort que les promesses annoncées il y a environ 8 ans ont été amplement tenues. Et justement, dans la ligne du dicton populaire ici, tant que la marche n'est pas achevée, le balancement des mains ne s'arrête pas. L'autorité régionale relève des préoccupations, mais note toutefois de réelles avancées. Le président Alassane Ouattara est en train de réaliser le deuxième miracle ivoirien. Les vaillantes populations de l'indénié Jablin disent merci à Alassane Ouattara pour ses prouesses, pour les nombreuses réalisations dans notre région. Vous me permettrez de citer quelques-unes. La réhabilitation de la route à Coupé, à Bangrou, à Nimblekro, le bitumage de 30 km de voirie dans la ville d'Abangourou. Des avancées possibles grâce à la politique sociale du président Alassane Ouattara et au Premier ministre Patrick Achi d'insister sur les valeurs caractérisant l'œuvre des bâtisseurs liées à l'action du chef de l'État. Tous ces succès de cette réussite que nous vivons aujourd'hui ne peuvent être le fruit du hasard. Derrière cette œuvre magistrale, force est de lire la main d'un architecte de génie. En effet, pareille prouesse est rarement l'œuvre d'un homme ordinaire. Si l'on n'est pas doué de talent tout particulier, il vous est quasiment impossible d'atteindre de tels objectifs en un temps aussi court. Au cours de ces décennies écoulées, il nous faut tous reconnaître que les obstacles furent nombreux, mais il a su les franchir un à un avec le calme, la sérénité et la sagesse qui sont la marque des grands hommes. Il faut donc taire les querelles et surpasser les égos. Le message du Premier ministre est aussi celui de l'engagement autour du président Alassane Ouattara. Il y va de la pérennité du développement de notre pays. Nous devons plus que jamais être unis, mais au-delà, dans tout le pays, faire bloc derrière notre chef, notre guide, dont les capacités et le leadership ont été prouvés et qui saura aujourd'hui comme demain nous conduire sur le chemin de la prospérité et du bonheur. Le célébrer en pareille circonstance est donc normal. L'Indénié, mais aussi le Diablin et le Moronou concernés par cette Côte d'Ivoire solidaire qui, selon le Premier ministre, place aussi la jeunesse au cœur de l'action gouvernementale pour 2023. Patrick Achi, qui pour finir, n'a pas dérogé à sacrifier à la tradition une visite à la royauté avec l'ensemble de sa délégation.
Autre chose à présent, un réseau de transvasement de gaz butane clandestin vient d'être démantelé à Ndautré. Nous sommes dans la commune d'Abobo. Il s'agissait pour ces individus de transférer le contenu des bouteilles B6 dans des bouteilles B12 avant de les mettre sur le marché. Une opération menée conjointement par des agents de la sous-direction du ministère du Commerce et des forces de l'ordre et de sécurité. Au total, 637 bouteilles de gaz butane de format 12 et 6 ont été saisies. Le compte-rendu de Frédéric Oulaï dans un commentaire de Mahama Traoré. Sotrapim, sous-quartier de Ndautré, dans la commune d'Abobo. Dans ce dépôt commercial de gaz butane, se déroulait quotidiennement une activité illicite de transvasement. Sur dénonciation, la sous-direction de la répression du ministère du Commerce mène une descente sur les lieux pour un démantèlement, avec à la clé la saisie de 637 bouteilles, dont 537 en format B6 et 100 B12. Il s'agit d'une pratique frauduleuse qui consiste à prendre des bouteilles de gaz butane, 2 bouteilles de B6, que ces trafiquants transvasent dans des bouteilles de B12. Cette pratique-là, même si elle donne des gains financiers, mais la réalité, c'est que le consommateur final sort perdant. Non seulement le transvasement n'a pas donné les 12,5 kilos, le B12, mais également il y a un risque énorme. Parce que le consommateur qui va prendre cette bouteille, qui n'est pas fermée comme il se doit, donc il y a des risques d'incendie qui peut entraîner de lourdes pertes. À notre arrivée sur les lieux, les contrevenants avaient déjà déserté le site, emportant avec eux le matériel servant à cette activité illégale, ce qui n'écarte pas le risque de reprise de cette pratique ailleurs, avec son corollaire nuisible à la fois pour l'économie nationale et surtout pour la sécurité des consommateurs. La menace des réseaux de contrebande se répand et motive le ministère du Commerce à rencontrer les distributeurs du secteur gazier pour une synergie d'action. Mener une telle lutte ne consiste pas seulement à rester dans les 4 murs ici. Pour faire des réunions, il nous faut aller sur le terrain. Et ça va nécessiter un dispositif à mettre en place. C'est pour ça que je vous exhorte à vraiment intégrer la lutte contre le reconditionnement clandestin et illégal des bouteilles de gaz dans vos stratégies. C'est vrai, en premier lieu, ça regarde l'État à travers ses structures compétentes, mais vous aussi, c'est des manques importants à gagner, c'est une dégradation de l'image et c'est aussi dans l'intérêt de nos populations qu'il faut protéger. Le ministère du Commerce appelle les populations à dénoncer de telles pratiques au numéro vert 1343. Ouvert le 14 mars dernier, le séminaire bilan 2022 de la Gendarmerie nationale s'est achevé vendredi. La rencontre aura permis de passer en revue toutes les actions de l'année 2022. Le commandant supérieur de la gendarmerie a appelé ces hommes à lutter efficacement contre la corruption. À ces hommes, il a également appelé au renforcement de la vigilance à nos frontières du nord du pays. Frédéric Oulaï, Didier Nguessan. La moisson aura été à la hauteur des objectifs pour la gendarmerie nationale en 2022. 3 actions sur 4 ont été réalisées. À l'issue de 4 jours de réflexion, il ressort la réalisation de plusieurs chantiers sur les plans logistiques, opérationnels et sociaux. L'augmentation progressive des moyens logistiques des unités a contribué à accroître leur capacité opérationnelle pour une meilleure exécution de leur mission. La création de 33 nouvelles unités a eu pour effet de renforcer le maillage territorial et de favoriser la célérité dans les interventions. Le général Apalo Touré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, jette les bases du plan d'action 2023. Il invite ces hommes à combattre la corruption. Pour que nos activités soient bien coordonnées, il faut que les chefs soient des chefs, de vrais responsables, qui ont un comportement de responsable, donc qui constituent des exemples, mais qui savent parler à leurs hommes. La punition ne doit pas être un règlement de compte. La punition doit avoir un sens. La situation sous-régionale
qui nous commande beaucoup de vigilance aux frontières et à l'intérieur du pays. Apalo Touré recommande l'exemplarité, la cohésion et la solidarité entre les forces. Les conclusions du séminaire portent sur la responsabilité et le devoir des gendarmes. Plusieurs gendarmes venus du Togo, du Gabon et de la Centrafrique ont pris part à ce séminaire bilan. La cellule genre du ministère de la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la pauvreté a été installée jeudi dernier à Abidjan. En toile de fond, elle permettra d'adresser tous les défis liés à la corruption. La cérémonie a été présidée par le ministre Epiphane Zorobalo. Le compte-rendu de Jean-Luc Bangbo. Prendre en compte le genre pour améliorer la gouvernance et lutter contre la corruption. Ce thème qui a été retenu pour l'installation de la cellule genre du ministère de la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption vient en écho à la volonté affichée des femmes elles-mêmes de participer activement à la mission confiée à ce département ministériel. Nous sommes en train de préparer un plan d'action et dans ce plan d'action, il y aura des formations sur la planification et la budgétisation sensible au genre. Il y aura des séances de sensibilisation sur les questions de genre au niveau du ministère. Vous voyez les questions de sextorsion, ce sont des éléments dans la lutte contre la corruption qui passent inaperçus. Les femmes sont souvent victimes de sextorsion. Ce sont des éléments sur lesquels nous allons accentuer la sensibilisation. Par l'installation de cette cellule en son sein, le ministère entend prouver que le genre hommes et femmes bien mixés pourrait aider à faire des pas significatifs dans la lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance. La prise en compte du genre dans la lutte contre la corruption et la bonne gouvernance est une question fondamentale parce que les critères d'évaluation de la bonne gouvernance, parmi ces critères-là, il y a le critère de l'inclusivité des deux sexes, les hommes et les femmes ensemble. C'est sur ces éléments qu'on évalue la Côte d'Ivoire. Et vous notez que c'est sur ces questions-là qu'on gagne des points ou on perd des points. Le ministère de la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption compte à ce jour 45% de femmes en son sein et vise un taux de 50% d'ici 2024, nettement au-dessus des 30% préconisés par la Constitution ivoirienne. L'Internet touche aujourd'hui seulement 28% de femmes à travers le monde entier, un taux de pénétration jugé assez faible pour les femmes. Une tendance que le caucus des femmes parlementaires panafricains veut tenter d'inverser. Et pour y arriver, il entend donner de la voix pour accélérer l'accès au numérique des femmes en vue de leur faciliter leur autonomisation. À New York, le compte-rendu de Mamadou Kouassi. L'éducation numérique pour l'autonomisation des femmes et des jeunes filles au centre de cette session du caucus des femmes parlementaires de l'Union africaine. Il s'agit pour ces femmes de présenter le tableau de la pénétration du numérique en Afrique du Sud du Sahara. Selon les explications de la sénatrice Mariam Dao Gabala, présidente de la commission égalité en genre du caucus, seulement 28% des femmes sont touchées par la digitalisation, essentiellement celles vivant en milieu urbain. Des mesures urgentes s'imposent pour accélérer l'accès au numérique aux femmes du milieu rural. Il faut travailler sur l'accessibilité, il nous faut travailler sur le coût. Si acheter des unités data en ville, ça peut paraître rien, pour une femme du milieu rural, c'est énorme. Donc il faut travailler sur le facteur coût. Et ensuite, travailler aussi sur le facteur sécurité. Les femmes du Parlement panafricain interpellent les gouvernants pour la mise en place d'une véritable politique d'accès au numérique des femmes. D'où l'idée de proposition de textes de loi pour accroître les investissements dans le domaine de la technologie. Et notre rôle ici, d'aller et faire la sensibilisation, faire des plaidoyers auprès de nos dirigeants africains, dans nos pays respectifs et aussi au niveau des continents, pour que l'utilisation ou l'accès des numériques aux femmes ou aux jeunes soit les mêmes chances que comme chez les garçons. Présente à cette rencontre, la députée Mariam Traoré a présenté les acquis de la Côte d'Ivoire en termes de développement du numérique et surtout d'accès des femmes à une politique d'autonomisation du digital. La Côte d'Ivoire, qui est aujourd'hui à près de 98% de villages électrifiés. Donc nous n'avons pas de problème pour recharger les portables et pour les femmes. Alors moi j'ai plutôt parlé du développement et de la pauvreté. Il faut aider les femmes à sortir du sous-développement. Il faut faire beaucoup de formations. Il faut aller dans les zones vraiment reculées de nos pays
pour pouvoir faire des formations aux femmes et il faut que les États aident les femmes. Se voulant une session ouverte à toutes les parties, les femmes parlementaires de l'Union africaine ont reçu la contribution de plusieurs structures dans la volonté d'accélérer la politique de pénétration du numérique et de la cybersécurité pour les femmes. Dans l'actualité internationale, la Côte d'Ivoire vient en aide au Burkina Faso dans la lutte contre l'insécurité. Un lot d'équipements militaires d'une valeur de plus de 2 milliards de francs CFA a été remis aux autorités de Ouagadougou. Le matériel a été reçu il y a quelques jours et il est composé d'une cinquantaine de véhicules pick-up de type Azawad, de 1000 fusils d'assaut AK-47 et de 100 000 munitions. Il y a quelques mois, les autorités de Ouagadougou ont adressé une demande de soutien à la Côte d'Ivoire. Il s'agit donc pour le gouvernement ivoirien de soutenir son voisin par un don en matériel militaire afin de mieux lutter contre le terrorisme, le djihadisme. Rappelons que les deux pays partagent une frontière longue de 540 km. Et puis en Afrique centrale, la conférence des chefs d'État de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEMAC, s'est achevée vendredi dernier à Yaoundé. Si le sommet s'est refermé sans que l'on ne connaisse le nom du successeur de Daniel Ona-Ondo à la présidence de la commission de la CEMAC, en revanche, la passation de pouvoir à la tête de la conférence des chefs d'État de l'institution a bien eu lieu entre le président camerounais Paul Biya et son homologue centrafricain Faustin Archange Touadéra. La capitale Bangui accueillera donc d'ailleurs la prochaine session de la conférence des chefs d'État de la CEMAC. Voilà qui referme ce 6h30. Merci de votre aimable attention. Je serai avec vous ce soir à 23h. Restez sur RTI 1.